Bonjour à tous, je suis ravie de... Eh oh, je suis là quand même. Oui, c'est vrai. Nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode de Virland. Surtout que c'est un petit peu particulier parce que t'as aussi participé. L'épisode d'aujourd'hui est basé sur une pièce qu'on est allé voir ensemble. Et on a été partagé par deux avis différents. Bon alors, t'en as pensé quoi de ce qu'on est allé voir? C'était un bon choix cette pièce. Ah, t'as vu? C'était un bon moment. Je pensais pas que ça allait me plaire. Et je voyais vraiment rien du fond du sac. C'est quoi qui t'a plu toi dedans? Franchement, j'ai trouvé que les écrans c'était pas mal. Des fois le numérique c'est pas forcément très bien amené, mais là, nickel. Ben moi, pour une fois, j'ai trouvé que le texte était bon. C'était plus intéressant et je me suis beaucoup plus attachée au personnage du coup. Moi j'ai trouvé qu'on aurait enlevé le texte, c'était pareil. Bah non, toi qui parles de théâtre vivant, le jeu c'est important, le texte encore plus. Ouais, mais à ce niveau-là, le numérique ça rajoute quelque chose de nouveau sur la scène. C'est bon alors? Il est fini le flashback? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu te rends pas compte que tu viens de casser le 4e mur? Mais c'est quoi ça le 4e mur? Il faut tâcher d'attraper quelques preuves par la douceur afin de procéder après par la rigueur au recouvrement des deniers qui vous ont été pris. Ah bon? Mais oui, d'abord la douceur, après la rigueur. Comme le gouvernement. Le 4e mur, vous en avez sûrement entendu parler, peut-être dans des cours de théâtre au lycée. Mais si, vous voyez quand le comédien s'adresse directement au public, on appelle ça un aparté. Eh bien à partir de ce moment-là, sans que vous le sachiez, le comédien brise un mur en venant nous parler directement. On l'appelle le 4e mur, qui est en fait un mur imaginaire situé devant la scène. Le concept a été inventé par Denis Diderot et mis en pratique par le metteur en scène et acteur André Antoine, qui, en plus d'avoir un nom rigolo, était un fervent défenseur du réalisme. Et pour cela, il s'est rendu compte qu'en insérant ce mur dans l'esprit de ses comédiens, ces derniers se mirent à jouer plus naturellement. Et quand la mise en scène veut que ce mur soit brisé, on casse le réalisme de la pièce. Et c'est sûrement parce que le comédien a quelque chose d'important à vous dire, qui peut concerner un élément qui s'est passé en hors-scène, ou bien qui nous appelle à participer. Mais c'est pas comme dans ce film qu'on est allé voir? Et ouais, c'est pas qu'au théâtre qu'on peut briser un 4e mur, cela se voit aussi au cinéma. Par exemple, le personnage a conscience d'être dans un film et nous prend à témoin. Si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. Mais pourquoi le 4e? Et déjà, il y a des murs au théâtre? Bien sûr, la scène de théâtre est coupée en plusieurs espaces. Au fond de la scène, c'est le lointain. Sur les extrémités, on retrouve les coulisses ou les pendrillons, qui sont des grands rideaux pour cacher les entrées des comédiens de chaque côté, à cour et à jardin, à savoir la gauche et la droite du théâtre. Et enfin, au devant, nous avons la face, au bord de scène, la rampe et notre 4e mur. Jardin et cour? Et pourquoi pas juste gauche et droite? Bah c'est plus simple de donner des informations qui soient compréhensibles et du metteur en scène et de l'acteur, selon leur placement. Pour t'en souvenir, tu penses simplement Jésus-Christ ou Jules César, comme tu préfères. Le J sera le jardin et le C côté cour. Mais ça vient d'où? Ça vient d'une habitude utilisée à la Comédie Française, à partir de 1770. La salle donnait d'un côté sur la cour du Louvre et de l'autre côté du jardin des Tuileries, cour et jardin. Ce 4e mur a donc incité les comédiens à jouer plus naturellement, voire même de dos. Or, dans la convention théâtrale, jouer de dos n'est pas compatible car on ne voit plus le visage du comédien, et c'est là où tout se joue, et bien sûr, on l'entend moins bien. Chose qui a été réglée par... Le volume de la voix. Aussi, mais surtout avec la technologie, par exemple les micros HF, petits, légers, idéal pour jouer confortablement. Donc au théâtre, le numérique s'est d'abord vu dans la technique. La technique, c'est en premier lieu les coulisses d'un théâtre. Au niveau de la technologie, c'est une avancée énorme pour la régie qui s'occupe du son, de la lumière, de la vidéo. On parle ici de machines au sens propre du terme, de systèmes complexes, automatisés qui servent à assembler, bouger, changer des décors facilement, à contrôler à distance des mouvements de projecteurs, ou bien désormais à pouvoir communiquer entre la régie et la scène de manière discrète pendant une représentation. Mais tout cela, nous en reparlerons. Pour que cette technologie soit pertinente, elle doit être à la fois discrète. Une pièce ne doit pas se baser que sur ses moyens techniques, tout en facilitant la conception d'un spectacle et en accompagnant l'expression artistique. C'est vrai que si le théâtre c'est le reflet de nos vies et le reflet de nos habitudes, bah on est quand même super nombreux à être connectés sur nos téléphones ou nos ordinateurs. Ah oui, pardon. Et donc du coup pour moi, le numérique ça peut avoir sa place au théâtre, mais tant que c'est bien amené. Il est vrai qu'on retrouve souvent ces outils, mais les utilisations sont vastes. Avec 33 tours et quelques secondes, vous risquez d'être surpris.
vous ne verrez aucun comédien sur scène. Juste un ordinateur, un portable, une télévision, un écran géant pour vous transcrire les conversations Facebook, et vous entendrez des messages sur le répondeur, ainsi que des appels Skype. Mais aucune présence humaine. Bien sûr, cela est en complète cohérence avec l'intrigue de la pièce, qui traite d'une certaine façon de l'effacement de l'humain, sans rentrer dans l'histoire qui vaut néanmoins le coup d'œil. Pas d'acteurs sur la scène, mais que des machines. Attends, mais c'est Skynet. J'aurais pas dû te laisser regarder tous ces DVD, toi. C'est aussi une fenêtre, idéale pour faire intervenir des personnages, ou bien pour amener un autre espace-temps. Ça permet au spectateur de voir plus loin que ce qu'on lui montre. Avec nos énormes avancées technologiques, on est désormais capable de représenter des univers qu'on ne pensait pas représentables. Pour vous donner un exemple concret, les Grecs... Mais ils sont toujours là en fait. Bien sûr, ils sont à l'origine du théâtre. Eux, ils échafaudaient des systèmes complexes pour faire venir au milieu de la scène leur fameux Deus ex machina, c'est-à-dire une immense figure divine sortie de nulle part, qui doit dénouer toute situation désespérée pour les protagonistes. Pour cela, il fallait quand même construire une énorme statue ou d'autres objets imposants, afin de donner un côté épique à la scène. Waouh, ça devait être classe. Et ouais, alors t'imagines le boulot que c'était pour les techniciens ? Alors qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies qu'on dispose, on peut représenter ce qu'on veut sur la scène. Mais aussi et surtout, on peut l'utiliser d'une manière plus subtile. Ça peut par exemple nous permettre de rentrer en introspection avec le personnage, afin de mieux le comprendre, ou bien de nous éloigner, ça dépendra de la mise en scène. La scène reste un espace de vie, d'expression, et le numérique est au service de cette scène où tout peut désormais se jouer devant les yeux du spectateur. Le numérique, c'est un outil un petit peu à la mode ces dernières années, mais ce qui compte, c'est que ce soit en accord avec la volonté du metteur en scène. Ça doit pas choquer, ça doit être en cohérence avec la mise en scène. Pour ma part, je ne pense pas que l'utilisation de nouvelles technologies soit une mauvaise chose. On apprécie ou pas sa surprésence, qui peut être à la fois excitante et effrayante. Pourquoi ne serait-elle pas représentée au théâtre, ou dans l'art en général ? Cela reste un moyen de provoquer des nouvelles sensations, tout en touchant un maximum de monde. Le théâtre est donc un lieu d'expérimentation, à ce que j'ai compris. On expérimente la parole. Moi, ce qui m'a marqué, c'est le texte, pas la technologie. Ouais, mais là, tu t'attaques à un gros sujet. Le théâtre, c'est pas un art de la parole pour rien. On a longtemps pensé d'ailleurs que le texte, il était indispensable. Mais ça a été vite remis en question. Et c'est là où la nuance mise en scène et texte éclate. Tu vois ? Et oui, parce que le texte théâtral est à l'origine un texte, une écriture. Sans partir sur le débat « faut-il lire un texte ou aller le voir au théâtre ?», il n'en reste pas moins que le texte théâtral possède des éléments typographiques propres. En premier lieu, vous allez retrouver tout ce que vos professeurs de français vous ont rabâché. Les tirets lorsque les personnages s'expriment, le nom en majuscule avec les 2 points, les didascalies, qui indiquent au comédien la manière dont jouer son personnage, les actes, les scènes, les italiques, bref, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Mais, de nombreux auteurs se sont essayés à travailler le texte lui-même. Le mettre en scène lui aussi. Bienvenue alors aux blancs, aux espaces conséquents, aux textes à trous, aux lettres inversées, aux répliques courtes. Ouais, mais des fois, le texte, il est tellement alambiqué que je suis même plus sûre de bien comprendre ce qu'il signifie. Sans compter que, quelquefois, les acteurs parlent tellement fort que j'ai un peu l'impression de me faire crier dessus quand même. Alors déjà, sur la question du volume, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut que le public t'entende, toute la salle, jusqu'au dernier rang. Ce serait quand même bête de payer ta place et de pas comprendre l'histoire tout simplement parce que t'as pas entendu. Ouais, mais je sais pas si c'est vraiment le texte. Il y a des attitudes. Des trucs un peu vieillots, quoi. Tu veux dire le décor, les costumes, la façon de parler ? Ouais, ça marche encore ce genre de choses ? Sur le principe, on continue aujourd'hui encore à monter de nombreuses pièces classiques, parce que malgré le contexte où elles ont été écrites, elles trouvent toujours une résonance avec notre actualité. Et puis comme vous le savez, si on n'est pas trop théâtre classique, les textes réadaptés et réinventés, c'est la vie. Et puis, on va pas se mentir, ils avaient du flair à l'époque. On a eu droit à des auteurs très avant-gardistes quand même. On pourra citer Molière, qui est quand même l'auteur le plus joué en France, qui insère des personnages féminins dans ses pièces comme on n'en avait jamais vu. Ou encore Beaumarchais, qui fait parler des personnages qui n'en avaient carrément pas le droit à l'époque, à savoir des serviteurs, voire des esclaves. C'est qu'une pièce a toujours son contexte, et ça on l'oublie souvent. Malheureusement, se cantonner au répertoire classique reste pour moi une manière de donner une image d'un théâtre qui ne se renouvelle pas, et de l'ancrer dans une époque qui n'existe plus. Ça mérite d'être clair. Et pour la compréhension du texte alors ? Très simple. Depuis des siècles, la langue a évolué. Elle évolue toujours d'ailleurs. Elle s'est créée des expressions, des références que tu n'as plus ou qui ont disparu. De plus, les comédiens vont exagérer souvent, essayer de faire passer un message avec le corps, avec le jeu.
Mais des fois ça rate. C'est une question de dosage. C'est comme pour la cuisine? Ouais, je sais ce que tu vas me demander, et non, je n'ai plus de gâteau. Oh non, j'en voulais. Ces deux outils dont on a parlé aujourd'hui, qui sont les nouvelles technologies et le texte, sont très souvent remis en question. Mais de ces questionnements ressort surtout l'ambition d'un théâtre qui évolue, qui cherche à s'adapter à ses spectateurs et à convaincre de nouvelles têtes. Pourquoi le numérique ? Parce que nous baignons dedans. Nous sommes donc aptes à aller voir quelque chose qui nous rappelle un univers familier. Et en ce qui concerne le texte, il est passé par différentes étapes. Entre autres, il s'est montré nécessaire de le vider de son sens après la guerre, avec le théâtre de l'absurde, voire de le supprimer complètement avec le théâtre contemporain, afin de mettre en avant le corps humain. Le texte évolue comme nous évoluons tous. Parce que si Virlang existe, c'est pour vous montrer qu'au théâtre, on ne monte pas que des pièces classiques. On va monter aussi plein d'autres styles de théâtre. Bon, j'avoue, je pense avoir une préférence pour le théâtre moderne, un théâtre qui s'amuse vraiment à effacer les frontières. Mais c'est pas pour ça que je suis insensible aux mises en scène plus traditionnelles. Nous sommes très heureux de vous avoir présenté ce nouvel épisode de Virlang. Partagez la vidéo si vous l'avez aimé, nous on se retrouve très vite, et en attendant, essayez d'aller voir des spectacles, et soyez curieux. Mais ouais, soyez curieux. Même moi, je me suis laissé surprendre, alors